C'est bon, on n'est pas trop tard. Donc, voilà pourquoi comme nageur pour emporter. Donc, passons tout de suite à la présentation de la plateforme. Prochaine page. Donc, voici, on va vous présenter aujourd'hui, en fait, on ne sait pas le site Internet en soi, là. C'est les 3 pages principales du site Internet, de la plateforme Internet. Donc, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Quand vous entrez dans la page d'accueil, vous avez cette page-ci, donc des activités d'animation mobilisantes et participatives. Vous avez 3 sections. Première section qui est pour une rencontre réussie, les outils et les conseillers. Donc, à travers les prochaines diapos, on va vous expliquer un peu chacune de ces sections-là, là, à quoi elles servent. Donc, premièrement, la première section qui est pour une rencontre réussie, ça ressemble un peu à ça. Pourquoi on a créé cette plateforme, cette section-là? C'était parce qu'on avait une crainte en créant cette plateforme-là où un outil qui est utilisé dans le mauvais contexte ou selon des besoins qui ont été mal identifiés, par exemple, peut faire pire que bien finalement. Donc, un outil, c'est au service de quelque chose. Donc, on trouvait important de venir camper des incontournables. Donc, c'est une section où, à partir de notre expertise, on a identifié une série d'éléments sur lesquels vous pouvez cliquer. Là, vous voyez les petits onglets où vous pouvez, il y a des grands titres, mais vous pouvez avoir du détail par la suite pour vous aider à bien préparer et animer vos rencontres. Donc, c'est à la fois des trucs qui vont vous parler d'éléments à considérer avant votre rencontre, pendant votre rencontre et après votre animation également. Donc, vous avez une série d'éléments là, sur lesquels vous pouvez cliquer, comme par exemple là, identifier les résultats attendus, utiliser le temps disponible, choisir l'animateur. Donc, des éléments qui sont pertinents de considérer lors de votre animation, que ce soit en amont, pendant ou après. Donc, ça, vous pourrez aller fouiller sur notre plateforme pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, on va être plus en mode de présentation d'outils. Alors, les fameux outils, quand vous cliquez sur l'icône, les outils, voici un peu comment ça se présente pour vous. Les outils d'animation, ils se trouvent tous sur la même page. Il y en a une quarantaine pour le moment, donc il y en a une dizaine qui s'ajoutent annuellement. Premièrement, sachez que vous pouvez trier le choix de vos outils selon différents filtres. Premièrement, l'objectif principal de votre animation, que ce soit décider ensemble, prioriser ensemble, analyser une situation, des trucs comme ça. Que ce soit les étapes de la planification, la vision commune de planification, pas l'évaluation, mais la gouvernance, par exemple. Donc, vous pouvez tout regarder ça à travers ça. Vous pouvez également filtrer par rapport au nombre de personnes qui seront présentes à votre animation et le temps que vous pouvez allouer à cette animation-là. Donc, tout ça va vous permettre de filtrer et il va vous sortir les outils qui correspondent là, à vos besoins. Sinon, vous pouvez explorer tout simplement la plateforme en cliquant sur les différents outils, en regardant ceux qui vous inspirent le plus. Donc, ça, c'est la section outils. Aujourd'hui, on va vous présenter là, 6 outils de façon plus détaillée. Et la dernière section, je vais passer assez rapidement, c'est la section conseiller. Donc, c'est une section qui vient présenter un peu les membres de l'équipe, c'est quoi un peu notre background, comment on a évolué à travers le développement collectif. Puis, si vous voulez nous contacter après ça, ben, ça vous permet de le faire là, en nous connaissant un petit peu plus. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que quand on vous présente quand vous allez dans un outil sur la plateforme comme Naja pour emporter, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de détails sur l'outil. Vous allez avoir les prérequis par rapport à l'outil, la mise en contexte, à quoi ça sert, justement le nombre de personnes qui peuvent participer à cette rencontre-là. Si c'est des rencontres, c'est une animation qui est plus été développée pour de petits ou de grands groupes, par exemple, le temps qu'on doit impartir à cette activité-là. Vous allez avoir également le matériel nécessaire et bien sûr la série d'étapes là, pour animer la rencontre. Vous avez même une section qui est des variantes à l'activité et aussi des pièges à éviter. Donc, c'est très complet. Vous pouvez également télécharger chacun des outils en PDF pour les extraire, les imprimer ou les enregistrer sur votre ordinateur. Donc, vous voyez, c'est très, très, très généreux et accessible. Là, vous pouvez avoir accès à tout ça de façon très, très simple. Par contre, aujourd'hui, quand on fait le webinaire comme Nager pour emporter, on sort un petit peu de ça et on vous raconte les outils. Donc, on ne passera pas à travers l'ensemble des petites informations. On va simplement vous présenter le titre de l'outil et vous le raconter un petit peu. Comment on l'utilise, dans quel contexte, comment globalement on anime cette animation-là. Puis,
qu'on vous invite à faire, bien sûr, c'est si si vous voulez aller plus loin dans le niveau de détail, vous allez sur la plateforme et l'ensemble des informations se trouve là. Donc, l'idée, c'était pas de répéter l'ensemble des informations qui sont là, mais davantage de vous le raconter selon notre point de vue à nous, comment on l'utilise comme conseiller. Donc, on se lance. C'est moi qui commence. Donc, on va alterner entre moi et ma collègue Sonia. Donc, la première animation, qui est la formule défi. Donc, la formule défi, c'est un outil qu'on a ajouté cette année. Un outil qui, moi, j'ai utilisé d'ailleurs très, très souvent, qui m'a été très utile. À quoi ça sert la formule défi? En fait, ça sert à transformer des problèmes en mode défi. Hein? Donc, dans le fond, pour susciter des solutions qui sont soit nouvelles ou innovantes. Donc, c'est vraiment une animation qui nous permet de sortir de la boîte, finalement. Donc, souvent, on a un problème, puis là, on essaie tout de suite de trouver des solutions. On se raconte souvent les mêmes solutions dont on a déjà discuté auparavant, puis on a de la difficulté à trouver justement des solutions qui sont un petit peu plus innovantes et qui nous amènent ailleurs et qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, c'est une animation qui est quand même très efficace, qui veut dire qu'elle n'est pas très longue et qui nous permet rapidement d'aller plus loin dans les pistes de solutions. Donc, comment ça fonctionne, les défis? La formule défi, c'est que peu importe par rapport au problème à lequel vous êtes confronté, peu importe par rapport à quelle solution, ça peut être un problème organisationnel, un problème dans votre concertation, un problème lié à un projet, un problème lié à des relations humaines. Donc, vous voyez, ça peut être euh, de beaucoup de natures différentes. Donc, comment ça fonctionne, les défis? C'est justement de partir d'un problème. Donc, la première étape, c'est de définir le ou les problèmes ensemble. Donc, à peu près en 10 minutes, avec la participation des gens, on demande d'identifier le problème. Par exemple, ça pourrait être la participation à nos activités a baissé de 50% dans la dernière année. Donc, on pourrait dire que c'est ça le problème à laquelle on est confronté. Et ensuite, dans les 5 prochaines minutes, avec les participants, on transforme ce problème-là en mode défi, en formule défi. Donc, quand on parle de la formule défi, ça commence toujours avec la même appellation qui est comment pourrions-nous? Donc, votre mode défi commence toujours par ces mots-là. Comment pourrions-nous? Et là, on le transforme en défi. Donc, par exemple, par rapport à l'exemple que je viens de donner, ça pourrait être comment pourrions-nous maintenir ou dépasser le niveau de participation de l'année précédente? Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Fait qu'on n'est plus en mode problème maintenant. On est en mode solution déjà. On est en mode défi. Et maintenant, pour sortir des sentiers battus, là, on a défini une solution, un défi, en fait. François? L'idée, oui, François, je m'excuse. oui. Il semblerait que ta voix coupe beaucoup quand ta caméra est activée, que ça coupe, puis c'est Ah oui. difficile de suivre. Donc, on va essayer sans caméra pour l'instant. Moi, je pourrais peut-être la réactiver tantôt quand je parlerai, mais il semblerait que c'est très difficile là, pour beaucoup de personnes. On va Donc, je l'essayer. couperai la caméra. Est-ce que ça fonctionne mieux comme ça si on enlève les caméras? Est-ce que ma voix coupe encore? Peut-être que vous pouvez écrire dans le clavardage. Ça va nous faire un petit test. Pourtant, ma connexion est très bonne. C'est vraiment mieux. Yes, parfait. Puis je vais arrêter de figer en même temps. Donc, on va s'écouter, mais on ne se verra pas. Donc, je vais récapituler un petit peu. Comme je vous disais, on a un problème, on l'identifie. Par exemple, notre taux de participation aux activités a diminué de 50% depuis l'année dernière. On le transforme ensemble en mode défi. Donc, ça commence toujours par comment pourrions-nous? Donc, comment pourrions-nous maintenir ou augmenter le taux de participation à nos activités de l'année précédente? Et comment on fonctionne ensuite? C'est si on est un petit groupe, on fonctionne tous ensemble. Si on est plusieurs partenaires ou plusieurs participants, on fait des équipes qui peuvent varier de 4 à 6 participants, je dirais. Et ce qu'on demande aux équipes, c'est de décliner ce défi-là en 15 autres défis. OK? Ce qui veut dire que si on a comment pourrions-nous augmenter ou maintenir le taux de participation à nos activités, c'est que les équipes doivent décliner en 15 autres comment pourrions-nous. Par exemple, si on prend cette même idée-là, je pourrais en nommer quelques-uns, ça pourrait être comment pourrions-nous nous allier à d'autres organismes pour
pour finalement s'adjoindre d'autres participants et développer des activités ensemble? Comment pourrions-nous diffuser davantage et être plus visibles? Comment pourrions-nous mieux choisir nos plages horaires? Comment pourrions-nous faire moins d'activités, mais qui regroupent plus de participants? Donc, l'idée, c'est qu'on est en train de décliner un défi en d'autres défis. Donc, si on fait ça pendant environ une demi-heure à 45 minutes, et là où c'est intéressant, c'est que là, les gens vont dire 15 défis, c'est vraiment, vraiment beaucoup, c'est difficile. Et le piège, c'est c'est de faire en sorte ou de permettre aux participants de n'en nommer que 7, 8, 9 défis. Quand dans le fond, les idées innovantes puis les idées qui nous amènent vraiment ailleurs sont souvent, la plupart du temps, les 5 dernières déclinaisons. Donc, l'idée, c'est vraiment de maintenir la position de dire non, on se rend jusqu'à 15 défis et c'est à ce moment-là où, une fois qu'on a sorti dans les premières déclinaisons, bon, comment on pourrait faire plus de publicité, par exemple, ben, rendu à la 10e, on a nommé ces solutions-là qui sont plus convenues. Donc, à ce moment-là, on arrive avec des solutions nouvelles. On arrive avec une déclinaison du défi qui nous amène ailleurs. Donc, à ce moment-là, une fois que les équipes ont décliné une quinzaine de défis, on leur demande de choisir le ou les défis qui sont pour eux les plus intéressants ou qui ont le plus de potentiel. Donc, ils choisissent leurs 2, 3, 4 défis qui pour eux sont vraiment des pistes très intéressantes pour répondre aux problèmes. Puis ensuite, on fait un retour en groupe pour se présenter ces pistes-là. On fait une analyse collective. Puis ça nous permet de dire, ben, dans ces pistes de solutions-là, lesquelles qu'on prend pour explorer en mode idée, puis opérationnaliser finalement, là, et les mettre en œuvre. Donc, ça nous permet vraiment d'identifier des solutions rapidement qui nous amènent ailleurs en 1 heure et demie environ. Hein, donc, vous voyez que c'est assez rapide. Puis après ça, on peut explorer ces idées-là là, de façon plus détaillée dans un comité de travail, par exemple, ou lors d'une autre rencontre. Donc, pour l'avoir utilisé, moi, quand même, quelques fois, je peux vous confirmer que ça nous amène vraiment ailleurs. Ça nous amène à des pistes de solutions qui sont vraiment intéressantes. Donc, des fois, est-ce que ce soit pour pérenniser un projet, que ce soit pour arriver à un problème de ressources financières, ressources humaines, où on n'a pas assez de ressources, justement. Donc, ça, je l'ai utilisé dans ces différents types de problèmes-là, puis ça fonctionne très bien. Oui, Sonia. Oh, j'ai pas la bonne caméra. Yuki, c'est super chic, hein? Tu fermeras ton... Ah, mon autre caméra est pas là. Bon, c'est pas grave, je vais l'éteindre. Je vais faire comme toi. Je te ferme ton micro, François, parce que c'est ça. On s'entendait en double. Donc, c'est juste pour dire que moi, je trouve que tantôt, je me suis fait comme éjecter pour une raison compliquée, mais ça soulève des résistances, cette activité-là. Il faut se préparer à ça. Les gens, des fois, vont faire comme ah non, mais là où c'est long un peu comme à démarrer, mais c'est vrai que ça apporte vraiment à s'en aller ailleurs. Là, tantôt, mon micro était pas assez fort. Là, c'est rendu que je pète les Twitter de tout le monde. Voilà. Ça devrait être mieux comme ça. Merci, André. Donc, juste pour dire que ça peut créer, oui, de la résistance, mais il faut vraiment l'essayer. Ça vaut la peine. Donc, moi, je vous invite à le faire si vous avez vraiment à creuser, à chercher autre chose, à fouiller, à sortir des sentiers battus. C'est vraiment super intéressant. En fait, ça faisait le tour, Sonia. Donc, si les gens n'ont pas de questions, on pourrait passer à l'autre outil. Excellent. S'il y a des questions, vous gênez pas pour le mentionner, pour nous les écrire ou lever la main. Scan de l'environnement. Alors, rapidement, c'est bien la photo. C'est comme une radio X. C'est une radio X, en fait. C'est un outil, en fait, qui vient d'une approche beaucoup plus globale, qui est la conférence exploratoire, qui est vraiment une méthode de planification qui est très, très complète et complexe aussi, là, mais qui se tient sur un certain nombre de jours, etc. Mais ça, nous, on a tiré là, cette activité-là parce qu'elle se prend aussi toute seule. Alors, l'idée du scan, hein, c'est comme un scan dans une imprimante. Ça fait d'un côté et de l'autre pour avoir toute l'information dans très peu de temps. C'est un peu ça, l'idée du scan. On aurait peut-être pu mettre le balayage de l'environnement et ça aurait été un très bon terme aussi.
mais scan, je pense que tout le monde comprend. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir le meilleur état de situation possible, à la fois des informations et des perceptions sur qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre environnement et qui risque d'affecter ce qu'on veut faire. Dans sa formule originale, là, il y a une question et c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans le monde qui nous entoure depuis, qu'est-ce qui s'est passé depuis les 5-6 dernières années et qui risque d'affecter ce que nous, on veut faire, soit positivement, soit négativement. Les gens vont nommer des éléments par des interventions courtes, c'est ce qui leur est demandé, hein, ce n'est pas des discours. L'idée, c'est de faire des interventions courtes qui viennent dire, ben, il est en train de se passer ça. Il y a de plus en plus de gens là, qui ont faim dans le monde. Ça peut aller jusque-là sans problème parce que c'est vrai que ça risque d'affecter des choses qui se passent ici. Ça peut être très près de nous aussi, mais l'idée, c'est de faire du pouce sur ce que les autres disent. Et dans l'animation, normalement, quand la question est lancée, on laisse le groupe se gérer lui-même. Moi, je l'ai fait avec des groupes qui étaient jusqu'à 40. Je me tourne de dos et j'écris les réponses. Généralement, on est 2 personnes qui écrivent sur des flipcharts tout ce qui est nommé rapidement. Et là, on fait des feuilles et des feuilles parce qu'on le fait là, pendant jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à dire sur la question. Et donc, tout est écrit au fur et à mesure que les gens nomment pour éviter, oui, qu'on se répète, ça c'est une chose, mais pour garder le flux le plus rapide, le plus dynamique le possible. L'idée aussi de cette approche-là ou de cette méthode-là, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas encore, du moins dans du débat ou dans non, mais moi je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Toutes les perceptions sont valides. On met dans un premier temps tous les éléments. Si par exemple, moi je dis il n'y a pas d'emploi, puis il y a des gens qui en cherchent, puis ça n'a pas de bon sens, et quelqu'un d'autre dirait il y a plein d'employeurs qui cherchent du monde, nanana. Les deux choses sont vraies par ailleurs. Donc, c'est de ne pas tomber là, tout de suite là, dans les débats, ça c'est important, dans un premier temps. Et l'autre chose qui est très, très importante, c'est qu'un coup qu'on a rempli, on peut se ramasser, là, ça peut prendre 30 minutes, 40-45 minutes à nommer là, des éléments. Et plus ça va, plus on fait le tour. Et ça arrive, qu'on arrive au bout et qu'on se dit, ouais, là, je pense qu'on s'est tout dit ce qu'on avait à se dire. Le plus important après, c'est de traiter de cette information-là. Là, elle est affichée sur les murs et on va aller faire un exercice, par exemple, pour dire dans tout ce qu'on s'est dit, quels sont les 5 ou 6 éléments qui nous semblent les plus importants et ceux dont il faudra tenir compte là, dans l'avenir. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec tout ce beau matériel-là. On peut aussi le récupérer. Moi, je pense qu'il faut le faire aussi, toute cette information-là et la reclasser par thème pour la suite et pour pouvoir suivre notre environnement ou notre milieu. Parce que Jean-Claude nous demande comment allier la recherche à cette analyse de l'environnement en temps réel, parce que c'est ça, c'est de l'analyse très, très perceptuelle. Et si on voulait aller plus loin, ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on est en temps réel et donc on est vraiment sur ce qui est en train de se passer et qu'on sent et que les gens vont pouvoir venir valider aussi après, dire est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est une vraie perception? Est-ce qu'on pourrait aller creuser? Donc là, c'est intéressant d'aller chercher aussi des résultats de recherche après coup pour venir soit confirmer ou infirmer ce qu'on a retenu. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que des fois, bien sûr, que nos perceptions, elles ne sont pas toujours justes. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant de le faire après parce que c'est une des raisons qui fait que parfois des états de situation sont très, très lourds. C'est on regarde tout en même temps et après ça, ça devient une mer d'informations très difficiles à ramasser. Là, ben, ça peut être un début là, pour aller voir qu'est-ce qui nous préoccupe, qu'est-ce qui semble bouger, qu'est-ce qui peut venir influencer ce qu'on veut faire pour aller creuser peut-être après d'une autre façon. Donc, c'est vraiment c'est une façon, moi, je m'en sers aussi pour faire des scans beaucoup plus précis dans des milieux où est-ce qu'on se demande, bon, ben, qu'est-ce qui est en train de se passer avec telle affaire? On se donne 30 minutes, on sort tous les éléments, on les classe, on en discute, mais c'est dans l'idée de donner la parole à plus de gens, c'est possible, et de faire en sorte que le groupe se gère lui-même, il avance, il se parle, on crée comme une genre de conversation dans ce cas-là.
Donc, en gros, c'est un peu ça pour le scan. Je pense que j'ai pas oublié de choses importantes. C'est sûr que ça crée de l'inclusion aussi, beaucoup, parce que tout le monde a sa place pour dire des choses. Donc, ça se passe vraiment super bien en général. Je pense que j'ai dit pas mal ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a oui, Jean-Claude, là, tout à fait, prise de décision qui est fondée à la fois, hein, des fois là, sur l'expérience et sur des données qui sont issues de la recherche, c'est beaucoup plus riche. Le passage de la parole se gère entre les personnes, j'ai oublié de nommer ça, je te remercie Léa. Idéalement, les gens sont dans un genre de demi-cercle, donc ils se voient mutuellement les uns les autres. Et ça arrive que deux personnes parlent un peu en même temps. Ils s'excusent, non, non, vas-y, non, toi, vas-y. Et ça se gère assez facilement. Même si c'est des groupes là, qui disaient, mon Dieu, mais on est bien trop de monde. Je disais, vous êtes capable, je vous écoute, gérez-vous. Et les gens, ils le font, sans problème. Donc, ils disent, OK, moi, je passe après. Ils vont, quand il y a un trou, ils disent, OK, moi, j'en ai un. Il faut rendre ça simple, parce que c'est simple et ça permet de faire vraiment un bon tour d'horizon en très peu de temps. Voilà. La différence entre cette approche et force, faiblesse, menace, opportunité, ça, c'est un exercice force, faiblesse, menace et opportunité qui est plus structuré et qui va chercher les 4 morceaux, mon initiative, ses forces et ses faiblesses ou ma communauté, son environnement, les menaces et les opportunités. On fait des exercices assez souvent via des sous-groupes, etc. Donc, c'est vraiment dans la façon de le faire qui est différente, mais c'est des informations qui peuvent être à la limite semblables, effectivement. Puis comment utilisez-vous cet outil pour ensuite passer à une analyse d'opportunité menace dans l'environnement externe? Bien, c'est ça. En général, là, cet exercice-là va plus se passer pour une analyse de l'environnement externe. On va aller chercher à la fois les opportunités, les menaces, mais aussi les choses qui ne sont pas de cette nature-là. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent, on dit, écoutez, c'est ni une opportunité, ni une menace, mais c'est quelque chose qui est en train de se passer, puis qu'il faut qu'on en tienne compte. C'est l'avantage, c'est de ne pas canner tout de suite les éléments, mais de laisser aller de façon un peu plus naturelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas dire, mais qu'est-ce qui se passe dans notre regroupement et faire la même approche? On pourrait aussi l'utiliser comme ça. Donc, c'est vraiment une question de groupe, de méthode, de temps qu'on a. D'après moi, du moins, là. Moi, je l'utilise beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. C'est un très bon exercice, dit Miguel, je ne sais pas comment le dire, pour faire une analyse PESTEL. Alors, je ne connais pas ce qu'est une analyse PESTEL. Vous pourrez nous l'écrire, ce serait très gentil, comme on ne connaît pas ça. Les personnes max, moi, je trouve qu'au-delà de 50, ça commence à être dur pour un groupe d'être en demi-cercle puis de se gérer. Fait que c'est plus, cette question-là. On pourrait toujours le faire en donnant des droits, de parole, mais on perd un peu l'énergie. Des gens là, qui vont puis qui poussent plus loin, qui disent ben moi, je vais faire du pouce avec ça, je trouve que c'est encore plus vrai parce que telle affaire, puis là, quelqu'un d'autre dit ça me fait penser, je ne l'ai pas dit tantôt, mais je pense qu'il faut qu'on dise ça aussi. Et là, c'est très, très dynamique. Oui, ça peut être dans toutes les sphères. Merci, André. Du politique, dans l'environnement, du social, la technologie, c'est ce qui est bien dans ça, c'est qu'on s'ouvre toutes les portes à ne pas, vraiment pas, là, on ouvre les vannes et et des fois, on trouve des choses qu'on n'aurait jamais, jamais discutées si ça n'avait pas été de cette façon-là plus fluide. Merci beaucoup, André. Alors, ben, c'est ça. Moi, ça ferait le tour pour cet outil-là. Vous ne vous gênez pas. Et Michael, non, sûrement pas, c'est un J. Si tu veux, tu nous écrire qu'est-ce qu'une analyse. Ah, Micha, qu'une analyse, PESTEL, tu ne te gênes pas et je le nommerai tantôt. En stratégie d'entreprise, analyse PESTEL, donc c'est politique, économique, sociologique, technologique, écologique, légale. Merci. Très intéressant. C'est ce qu'André avait dit, en effet. Je n'avais pas allumé. Merci beaucoup, groupe. Je fais sortir moi niaiseuse de cette animation. Vas-y, François. Oui, écoute, j'ai rien à ajouter, hein. Tout a été ajouté avec les questions des participants. Continuez à être actifs sur le clavardage. Je trouve que ça fonctionne super bien, c'est super.
Donc, les valeurs, outils qui on a développé, que j'ai développé, mais en fait en collaboration là, avec les collègues dans la dernière année. Donc, en fait, les valeurs en tant que telles, vous savez que tout le monde, ou souvent, on a eu à développer des valeurs dans nos organisations, dans nos concertations, avec des groupes de travail. Donc, la question n'est pas justement, on ne remet pas, on réinvente pas l'idée de faire des valeurs, de développer des valeurs, mais davantage comment on le fait de façon très collective et comment ces valeurs-là vont vraiment avoir un sens pour le groupe. Parce que ce qu'on se rendait compte, c'est que les valeurs, souvent, on va les identifier assez rapidement en se nommant, par exemple, le respect, la solidarité, l'écoute. Euh, mais par contre, ça demeure comme 6 points de forme dans un document. Puis après ça, quand on retourne dans le document, par exemple, on ne sait pas nécessairement le sens qu'il y avait derrière ces mots-là. Par exemple, si on parle de respect, est-ce qu'on parle de respect des individus, de respect des réalités des territoires, de respect des groupes, de respect de règlements ou de règles, de normes? Donc, ça demeure des mots qui sont interprétables de façon très différente selon les différentes perceptions. Fait que c'était de sortir de ce piège-là, mais également, c'était surtout parce que les valeurs, à quoi ça sert, au bout du compte, c'est que c'est ce qui guide notre action au quotidien. Donc, les valeurs, c'est ce qui fait, c'est notre ADN, ce qui est extrêmement important pour nous. Donc, à ce moment-là, on ne veut pas que les valeurs soient seulement 6 points de forme dans un document. On veut que ça soit un outil qui nous aide dans nos réflexions et qui nous aide dans notre prise de décision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je suis un conseil d'administration, si je suis une équipe de travail ou une concertation, dans des moments de tempête ou d'incertitude, d'ambiguïté, mais souvent, on a des débats sur la prise de décision sur certains dossiers. Et l'idée de se ramener à nos valeurs, c'est comme un peu notre force. C'est ce que ça nous permet de faire des choix, mais en se dénaturant pas, puis en respectant qui on est là, de façon intrinsèque. Donc, c'est un peu l'idée de l'atelier. Donc, comment on a développé ça pour s'assurer que les valeurs se développent de façon collective, mais en même temps qu'elle ait un sens qui va perdurer dans le temps. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Premièrement, vous allez voir dans la fiche atelier sur la plateforme qu'on a mis en PDF un exemple, des exemples de valeurs. C'est un fichier où on peut retrouver là une page complète de valeurs. Donc, il y en a peut-être, je ne sais pas, moi, 75 environ. Donc, beaucoup de valeurs possibles. C'est des mots. Hein? Donc, ce qu'on demande, c'est déjà plutôt que de demander aux gens de partir d'une page vierge, ce qu'on leur demande, c'est que chacun a une liste des valeurs possibles en leur disant qu'ils peuvent, s'il y a une valeur qui leur vient en tête et qui n'est pas dans la liste, il n'y a aucun problème. Mais ça permet aux gens de faire certains choix, là, puis de s'assurer d'avoir justement une espèce de balayage du type de valeur qui est possible là, pour se représenter. Donc, vous allez voir également sur la plateforme un fichier qui est en fait des petites cartes. Où sur les petites cartes, on en distribue en fait 5 par personne. Vous pouvez en distribuer 3, mais moi quand je l'utilise, j'en distribue 5. Donc chaque individu a 5 cartes et sur ces petites cartes-là est écrit 2 questions. Premièrement, c'est d'écrire la valeur que je choisis. Fait que ça veut dire que dans la liste, individuellement, je dois me choisir 5 valeurs qui, selon moi, représentent davantage la personnalité de notre organisation, concertation ou des éléments qui sont vraiment très forts pour nous. Donc, je fais déjà une priorisation individuelle de 5 valeurs. Et la deuxième question sur la petite carte, je dois compléter la phrase suivante qui est quand nous agissons en fonction de cette valeur, nous, 3 petits points, je vais l'écrire dans le clavardage pour que ça fasse du sens. Quand nous agissons en fonction de cette valeur, nous, 3 petits points. Donc, l'idée, c'est que je dois compléter cette phrase-là pour concrétiser, pour dire opérationnellement au quotidien comment on la vit, cette valeur-là. Par exemple, si j'ai choisi le respect, je peux dire quand nous agissons en fonction de cette valeur, nous respectons la diversité des points de vue, nous prenons en considération les spécificités des personnes, ça pourrait être des trucs comme ça. Ou par exemple, si c'est par exemple la participation ou la démocratie, par exemple, ben, ça peut être nous favorisons des espaces permettant l'expression des points de vue de chacun. Nous favorisons la prise de décision collective. Donc, vous voyez, ça nous permet de vraiment venir définir qu'est-ce qui est en arrière de la valeur.
Pourquoi ça? C'est parce que vous allez voir dans la prochaine étape de l'atelier, ce qu'on se rend compte, c'est souvent, on n'a pas choisi le même mot, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont de l'ordre du sens qui viennent se rejoindre. Donc, une fois qu'on a choisi nos cartes individuelles, on a en fait 5 cartes chacun. Ça, c'est une variante, en fait, d'un exercice qu'on a aussi sur Comme Nagir pour Emporter qui s'appelle la mise collective. Donc, l'idée de choisir des petites cartes puis de les mettre au jeu après. Là. Donc, vous pourrez aller voir cet atelier-là, cette animation-là également pour d'autres types de décisions. Là, on parle de valeurs. Ça veut dire que on a chacun 5 valeurs. Puis, on fait ensuite des équipes de 4 à 6 personnes. Si vous êtes un petit groupe, vous pouvez juste le faire entre vous à 6 personnes, mais des fois, on est 12, 15, 20. Donc, à ce moment-là, on se fait des groupes d'environ 4 à 6 personnes. Et une fois qu'on a choisi nos valeurs individuelles pendant 15 minutes, on a 15 minutes pour faire un tour de table pour se présenter nos choix. Donc, moi, j'ai choisi le respect, puis quand je parlais de respect, c'est ce que je voulais dire par là. Donc, on se présente un peu le sens en arrière. Et ensuite, on a 30 minutes pour prioriser ensemble 5 valeurs collectives. Donc, on part de 5 valeurs individuelles, puis il faut arriver notre table, notre équipe de 4 à 6 personnes, en choisir 5, les 5 qui nous représentent le plus. Donc, on s'inter-influence, on se développe une compréhension commune des différentes valeurs. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les gens s'auto-animent encore une fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animateur aux tables. Ce qui est intéressant, c'est là où les gens vont avoir leur propre méthode. Il y a des équipes où les gens vont se mettre à prioriser combien de fois le mot respect est sorti, puis là, ils vont trier de cette façon-là, par le nombre de mots qui ont ressorti. D'autres vont plus partir du sens. Donc, à ce moment-là, ce qu'on on se rend compte, c'est toi, quand tu me parlais de respect, puis toi, quand tu me parlais d'ouverture, il me semble qu'il y a un élément que vous vouliez dire qui est la même chose en arrière de ça. Donc, à ce moment-là, les gens finissent par se choisir des mots qui font sens pour eux, puis viennent davantage se rallier à travers le sens qui est en arrière. Fait que des fois, on peut se dire que le mot est important parce qu'il faut qu'il définisse bien ce qu'on veut dire, mais c'est vraiment le sens en arrière qui est important. Donc, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir vraiment une compréhension commune. Donc, là, c'est là que c'est intéressant. Les gens, pendant 30 minutes, ils priorisent tout ça. Puis ensuite, on a un retour en grand groupe et c'est là où l'animation devient plus importante. Parce que si on a 2, 3 équipes, par exemple, bien là, les gens proposent leurs 5 valeurs collectives. Donc, on peut avoir, selon le nombre d'équipes, 10, 15 valeurs qui ressortent. Là, ça nous permet encore une fois de faire le même exercice, mais là, c'est davantage l'animateur qui va prendre un peu le contrôle d'animation ou par exemple, on dirait il y a des valeurs qui ressortent qui sont vraiment convergentes. Il y a des valeurs qui semblent un petit peu plus isolées. Par contre, il y a des sens, puis des fois, on peut, encore une fois, rallier des sens qui sont importants, puis de dire, c'est pas les mêmes mots que vous avez ressortis, mais le sens est le même, pour après ça, proposer des valeurs au groupe là, dans une rencontre ultérieure, par exemple. Donc, s'il y a un piège là-dedans à éviter, je dirais, c'est que souvent, les gens vont essayer de se nommer une valeur qui est très inclusive là, et de lui attacher plusieurs autres valeurs. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme si on ne faisait pas de choix. Tu sais, par exemple, si je parle du respect, puis qu'on va dire, ben, quand on parle de respect, on parle d'ouverture, on parle de démocratie, on parle de diversité. Fait qu'à ce moment-là, on va comme se mettre 6 valeurs sous la grande valeur du respect. Fait qu'il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on faisait pas vraiment de choix. Fait qu'il faut quand même que le sens qu'on donne au mot respect se rattache quand même à la valeur qu'on a identifiée étant la plus porteuse de sens par rapport aux éléments qu'on a identifiés par la suite. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on propose aux gens? Qu'est-ce qui est possible de faire? C'est que si vous avez à faire un document par la suite, par exemple, c'est vraiment d'identifier les 5 ou 6 valeurs que vous avez identifiées avec la même phrase. Quand vous agissez en fonction de cette valeur, nous, puis là, on écrit les éléments par la suite. Et vous pourriez même, ça pourrait même devenir un outil, là, des critères pour vous, là, d'aide à la décision en cas de problématique ou de problème qui surgit, là, à lequel vous devez prendre une décision collective. Donc, c'est pas mal ça par rapport aux valeurs. Je ne sais pas s'il y a des questions, si Sonia, tu voulais ajouter quelque chose. Je n'ai absolument rien à dire.
Parfait. Juste pour mentionner, si ce fameux exercice-là où, par exemple, on pourrait avoir une foule d'informations, la mise collective, c'est un peu ça, là. On pourrait se dire, il y a plein d'éléments de portrait, par exemple, sur un enjeu, puis il faut prioriser ensemble quel enjeu. C'est le même principe. Vous pourriez nommer 5 cartes par personne. Les personnes choisissent les éléments de l'enjeu qui sont le plus important pour eux. Ils arrivent en table, ils débattent ensemble, et selon les discussions, les gens doivent faire une mise collective. Donc, à ce moment-là, ils doivent choisir les 5 cartes qui font le plus de sens selon leurs échanges, puis le consensus qu'ils ont fait. On peut se présenter ça en grand groupe après ça pour refaire des choix. Fait que c'est vraiment la méthode d'entonnoir. On part de l'individu, inversé en fait, là. On part de l'individu, on va vers le petit groupe et ensuite on revient vers le grand groupe. Donc, ceci étant dit, la mise collective, elle a été utilisée pour les valeurs, mais elle pourrait être utilisée pour prioriser n'importe quel autre élément. S'il y a des valeurs existantes, mais qu'on peut les revoir, c'est mieux de les présenter ou pas pour les orienter les discussions. Ça, c'est une très bonne question. Moi, je l'ai déjà fait avec un centre communautaire dernièrement qui avait déjà des valeurs. Moi, j'ai fait le choix de ne pas les présenter pour justement les comparer davantage après. Pour vraiment repartir de qu'est-ce qui est important pour nous. Puis normalement, il y a des éléments de sens qui ressortent pour dire, ah, on est quand même à la même place. Sinon, je trouve personnellement qu'il y a un risque de partir simplement des valeurs qu'on s'est données, puis de les répéter. Tandis que là, si vous avez déjà des valeurs, puis qu'il y a un sens qui est attaché à ces valeurs-là, bien, on peut dire, est-ce qu'on les actualise? Je pense que l'idée n'est pas de faire à table rase, mais par contre, si on a des valeurs qui ne font plus ou moins sens pour nous parce qu'on ne sait pas vraiment quel sens on donnait en arrière de ces mots-là, c'est là où c'est pertinent de refaire l'exercice ou de se les réactualiser. Ou si on n'en a pas, même si notre planification stratégique ou peu importe, ça fait longtemps qu'on est ensemble, puis en concertation, il y a toujours une bonne occasion de faire cet exercice-là pour se redonner des assises communes puis une compréhension commune. Donc, moi, personnellement, je ne les présenterai pas, mais je les comparerai à la fin pour voir est-ce que ce qu'on a ressorti fait du sens avec ce qu'on s'est déjà dit, parce que souvent, si on a besoin de les actualiser, c'est parce que ça a un certain nombre d'années et c'est pas nécessairement les mêmes personnes non plus qui les avaient identifiées, ces valeurs-là. Donc, ça permet après ça de faire du lien entre ces éléments-là. C'est comme ça que je le ferai. Mais probablement qu'en les présentant au départ aussi, on peut demander aux gens, ça peut vous donner, ça peut vous permettre de prendre connaissance de les valeurs qu'on s'est déjà données dans le passé. Donc, ça peut influencer votre choix aussi. Je pense pas qu'il y a de grands pièges là-dedans. Merci François. Il y a un commentaire aussi. Il ne suffit pas de compter sur l'auto-organisation et de faire une bonne ambiance de travail pour le développement de l'intelligence collective. Il faut donner des consignes de fonctionnement, agir sur la composition de groupe, surtout si les personnes se connaissent. Mon avis, dit Jean-Claude. Effectivement, il y a des... ça dépend des groupes et ça dépend de beaucoup d'autres choses. C'est sûr que la façon dont on va animer un groupe, dont on va les questions qu'on va poser, le temps qu'on va donner, les espaces, etc., ça va jouer beaucoup sur ce qu'on va réussir à faire ou pas. C'est des personnes qui parlent beaucoup, ben, d'autres qui parlent jamais. Ben, là, c'est sûr que si on en tient compte, ça aide beaucoup, beaucoup. Carole nous dit, dans une table de concertation où il y a eu des difficultés, nous avons fait un atelier semblable pour déterminer des valeurs à chaque rencontre. Il y a un gardien des valeurs pour ne pas les perdre. Nous aussi, on s'en est donné parce que ça aide énormément, parce qu'on donne aussi le rôle à quelqu'un d'être responsable de ça, de se dire, si on chire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le droit aussi, sans qu'il nous fasse chier, de nous le dire. Et ça, c'est parfait. Puis, il y avait aussi, il y avait Marie-Claude qui nous dit qu'elle trouve que 15 à plus 30 minutes en groupe, c'est long. Par expérience, le consensus autour des valeurs se font rapidement, qu'en dites-vous? Peut-être que ça se fait plus rapidement sur un groupe qui est qui est très homogène ou qui a un grand vécu ensemble où c'est déjà donné d'une certaine compréhension, tout ça. Moi, pour l'avoir vécu quand même plusieurs fois, je dirais que il y a même des équipes où 30 minutes, là, c'était court pour eux. Donc, je pense que il faut s'ajuster comme un des incontournables pour une animation réussie et bien entendu de s'ajuster dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je vois que
dans 15 minutes, tout le monde s'est entendu puis que tout le monde est à la même place, ben je vais tout simplement raccourcir mon animation et passer à l'étape suivante. Par contre, si je vois qu'en 20 minutes, les gens ne sont pas du tout en consensus, ils ont besoin de discuter, je pense qu'il faut se donner la marge de manœuvre de poursuivre ces discussions-là pour arriver à quelque chose de plus solide. Donc, effectivement, les temps qui sont donnés sont à titre indicatif. Après ça, il faut s'ajuster selon les groupes, mais en même temps, quand on identifie des valeurs, c'est vrai que c'est pas long. Qu'est-ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon sens en arrière. Puis dans cet exercice-là, les gens doivent quand même formuler quelque chose. Hein? Donc, ils doivent formuler quand même une espèce de phrase qui dit quand nous agissons en fonction de cette valeur, nous faisons ci, nous favorisons ça. Donc, à ce moment-là, ça prend quand même un certain temps pour réfléchir, rédiger entre guillemets, là, même si c'est pas parfait, pour faire une cohérence avec tout ça. Donc, je dirais que ça prend quand même un certain temps. Pour ce qui est de l'auto-animation, moi, ce que je fais, c'est, je pourrais dire aussi que moi, ça a toujours très bien fonctionné, l'auto-animation, et en ayant une tâche à faire, il faut que les gens aient un livrable. Là, on sait que dans 30 minutes, les gens auront à nous fournir 5 valeurs avec un certain argumentaire par la suite. Donc, les gens savent qu'ils doivent, les consignes sont claires, savent qu'ils doivent produire quelque chose. Donc, à ce moment-là, il y a un leadership qui se prend. Moi, ce que je fais, c'est que je circule à travers les tables pour m'assurer de réaligner, par exemple, les discussions, si on voit que les gens sont plus vraiment sur la tâche, entre guillemets. Là. Donc, à ce moment-là, là, il y a quand même un rôle d'animateur qui est plus de supervision, là, de s'assurer que le déroulement des choses se fasse bien. Mais bien entendu, s'il y a d'autres enjeux, de comprendre la bonne dynamique du groupe, qui sont aussi des incontournables d'une animation réussie, là, peut nous amener à avoir des animateurs, des facilitateurs, par exemple. Donc, le temps file. On va y Donc, aller avec le Sylvain, ce prochain, que Sonia. j'avais eu envie de faire un beau débat avec toi, parce que moi, j'allais dire, moi, les groupes qui s'occupent pas de leurs tâches, c'est leur problème, ils en répondront devant le grand groupe. Voilà, je les réenligne pas. Différents styles. Rendez-vous par là. Et oui, voilà. Mais des fois, je le fais, là, je dis pas que je le fais jamais, mais des fois, ça peut être utile de se rendre responsable de ce qu'on fait et de ne pas être pris comme des enfants. Hein? Dites-nous, madame, c'est-tu correct ce qu'on fait? C'est votre démarche. Donc, vous êtes capable de le faire. J'aimerais ça faire un petit test groupe avec vous, voir si quand moi je parle, si c'est quand même le son est pas trop mauvais si j'ouvre ma caméra, puis je ferais même allumer une ou deux autres la caméra. Je m'ennuie un peu de voir personne. Dites-moi si ça va. Il y avait entre autres, tantôt c'était Cindy là, qui me disait, ah, elle dit que ça coupe. Non, ça ne fonctionne pas. C'est beau. Merci Cindy. Ça coupe pas pour tout le monde, mais ça coupe pour quelques-uns, donc je vais la fermer pour être sûr que tout le monde peut suivre, puis je vais continuer de ne pas vous voir la face non plus. Alors, j'y vais avec le talk show. J'imagine que vous avez déjà vu ça. On n'a pas inventé ça, on l'a juste expérimenté pour se rendre compte que ça peut être bien intéressant. L'idée, c'est que quand on a soit des présentations à faire ou on veut faire un genre de panel avec des points de vue différents, bon, on peut le faire en mode une présentation 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes ou 15 minutes chacun, etc. Mais on peut le faire aussi sous un autre mode, non seulement parce que c'est plus intéressant d'être dans un mode plus dynamique, dans un mode d'entrevue, par exemple, de dire, bon, nous avons comme invité, par exemple, Jean-Claude Plourde, pour nous parler de la façon dont telle affaire. Jean-Claude, parle-nous un peu de telle affaire, et je vais aller vers M. Tremblay qui, lui, nous va nous parler de telle chose, donc de le faire de façon un peu plus dynamique. C'est l'idée du talk show. Deuxième idée, c'est d'aller vraiment se chercher un talk show de référence qui est dans l'air du temps, que les gens connaissent, que les gens écoutent. Ça rend ça encore plus intéressant, encore plus dynamique et j'avoue des fois un peu plus drôle, sans perdre toutefois le sérieux de l'affaire. L'idée, c'est pas de faire quelque chose pour que ça fasse ballon bonbon, c'est pas ça l'idée, mais de rendre ça un peu plus dynamique. Là. Par exemple, si vous connaissez des talk shows là, qui jouent actuellement, je sais pas, comment il s'appelle, j'oublie les noms, là. Éric Salvaille, là, par exemple, ben, vous pourriez faire dire, ah ben c'est l'entrevue de type Éric Salvaille, vous vous permettez aussi d'aller dans des zones que vous, comme animateur, moi, comme Sonia, je ne peux pas faire. Mais si c'est moi, comme Marie-France Bazot, là, par exemple,
ou moi qui joue, je ne sais pas, Denise Bombardier, ça c'est vieux un peu, mais en tout cas, pour ceux qui ont mon âge, on comprendra, que là, je peux me permettre de dire des choses que je me permettrais moins si j'étais moi. Donc, ça nous permet de sortir aussi du convenu et d'aller vers d'autres façons, d'aller chercher l'information pour aller plus loin et différemment. Donc, nous, on l'a déjà tenté hein, pour notre assemblée générale, c'est il y a quelques années. Là, François, tu pourrais peut-être nous en dire un petit mot, juste quand j'aurai fini, juste de dire que moi, j'ai déjà fait Jean-Luc Mongrain il y a quelques années. Oui, au début, c'est drôle parce que les gens rient, là, mais assez rapidement, ça donne le ton et ça permet vraiment, puis les gens embarquent et ceux qui répondent lâchent un peu la cassette. Ils vont répondre à ta question et si tu peux, là, tu peux créer même le débat entre les invités, etc. Donc, ça rend les choses vraiment différentes, mais pas juste en termes de «Ah, c'est drôle», mais on va chercher d'autres angles pour travailler là, les contenus, je trouve, avec une approche comme ça. François, peut-être là, sur notre assemblée? Oui, ben c'est pas mal comme tu le mentionnais, mais c'est aussi pour éviter, pas pour éviter, mais pour faire un peu différent que du fameux panel, en fait. Où un panel, on va inviter les gens à s'exprimer un après l'autre pendant, je sais pas moi, 7-8 minutes, puis après ça, 2-3 questions dans la salle, bon, on n'a plus le temps. Ben c'est davantage de faire cette approche-là, mais en mode beaucoup plus interactive. Ça veut dire qu'il y a une animation. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'animateur, effectivement, selon la personnalité ou le choix de talk show que vous allez choisir, peut se permettre d'interrompre, peut se permettre de challenger les invités. Donc, les invités se préparent, comme à notre AGA, c'était sur, je ne me rappelle pas quelle question exactement, mais c'était une question de débat, je crois, par rapport au contexte qui était en turbulence au Québec il y a quelques années. C'était sur l'austérité, c'était C'est ça. s'il fallait en profiter ou s'en défendre, mais c'est pas ça les termes. C'est ça, c'est est-ce qu'il faut accepter, s'ajuster ou il faut plus être en mode revendication et défense de droit. Donc à ce moment-là, c'est comment on aborde cette austérité-là pour qu'elle nous soit profitable finalement. Profitable quelle est la meilleure façon finalement d'intervenir par rapport à cette situation-là. Donc, à ce moment-là, on avait des points de vue qui étaient différents. Donc, on avait des invités qui exprimaient leur point de vue. Et nous c'était Marie-France Brazo, là, où à ce moment-là, l'animatrice avait des questions de débat aussi pour permettre de confronter les différents points de vue. Puis après ça, il y avait un moment où la salle pouvait effectivement poser des questions, amener des points de vue aussi. Donc, c'est une façon d'amener une discussion qui est à la fois circonscrite dans le temps lors d'une animation. En même temps, on s'assure que des points de vue sont exprimés. Puis après ça, on favorise une certaine participation dans la salle. Donc, lors de certains événements, ça nous permet vraiment là, d'animer la discussion et la participation autour d'enjeux de l'heure qui sont importants pour nous. Là. Puis à la fois là, de rendre ça un peu plus divertissant, disons, mais tout en étant sérieux. J'allais dire qu'on peut vraiment inclure la salle aussi dans les questions, dans les commentaires. On dit, on prend une pause, on s'en va dans la salle, on va chercher quelques idées. Ou, tu sais, là, chez les téléspectateurs à la maison, on pourrait le faire avec Twitter, on pourrait le faire avec. Donc, il y a vraiment, tu sais, des options pour rendre ça très dynamique et plus riche. Après ça, c'est à vous. Hein, nos outils d'animation, c'est une base, hein, comme n'importe quoi. Si nous, on les a adaptés, on vous invite à les adapter et les ajuster, bien sûr, aussi. Là, j'espère que mon micro, j'ai baissé mon son. J'espère que mon son est meilleur que tantôt. Hein. Les joies de la technologie, c'est variable d'une fois à l'autre. Et malheureusement, c'est hors de notre contrôle. Donc, le 15%, un nouvel outil qu'on a aussi utilisé cette année. Donc, ce n'est pas un outil qu'on a adapté. C'est notre collègue Sébastien qui utilise beaucoup la plateforme, le site Internet Liberating Structure. Donc, plusieurs outils d'animation interactive qui se retrouvent en fait sur ce site Internet-là aussi. Je peux peut-être l'écrire. Je l'écrirai tout à l'heure. Donc, le 15%, en fait, le vrai titre, c'est le 15% pour des changements concrets.
À quoi ça sert? C'est que souvent, à la fin d'une activité ou à la fin d'une journée de travail, à la fin d'un colloque, par exemple, on entend souvent il va falloir agir là-dessus, il va falloir mettre ça en priorité, on va se dire il va falloir traiter ça dans l'avenir, mais finalement, on reste toujours un peu avec l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va se mettre en œuvre ou il n'y aura pas nécessairement de suite qui vont se mettre en place par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est justement de favoriser le passage de la parole à l'action. On veut inviter les gens à se mettre un peu le pied dans la porte, dans le fond. Donc, comment augmenter ce potentiel-là d'engagement des individus, des participants, finalement, là, à s'engager à poser une action concrète suite à un travail collectif. C'est à ça que ça sert le fameux 15%. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Vous allez voir qu'il y a différentes variantes aussi. Soit à la fin d'une journée ou à la fin d'une activité, d'une journée de travail. En fait, on va demander aux gens 3 types de questions qui sont reliées à quel est votre 15% d'engagement, finalement. Donc, la première question, c'est quel est votre 15% d'effort supplémentaire pour réaliser des changements concrets? Là, on explique pourquoi 15%. Mais pourquoi? Parce que d'un 15%, ce n'est pas trop engageant. Hein? On ne demande pas, c'est un indicateur. On ne demande pas aux gens là, de réaliser quelque chose à l'ordre de 75% d'effort. Mais en même temps, on donne un chiffre qui est suffisant pour qu'on ait l'impression que si on met 15% d'efforts supplémentaires, ça peut vraiment faire une différence qui est importante pour réaliser ou pour tendre vers le changement ou l'objectif qu'on s'est donné lors de la fameuse rencontre. Donc, c'est ça l'idée. Si on dit aux gens que c'est quoi le 15% d'efforts supplémentaires que vous pouvez réaliser pour des changements concrets, la deuxième question, vous allez voir, ça se regroupe tous, sur quoi avez-vous la liberté et le pouvoir d'agir dès maintenant? Donc, le dès maintenant est très important. Ça veut dire qu'en partant de la rencontre aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire tout de suite? Et qu'est-ce que vous pouvez changer dans vos pratiques dès maintenant sans ressources ni pouvoir additionnel? Donc, on ne vous demande pas de changer le monde, on ne vous demande pas d'aller chercher des sommes, des ressources. C'est à partir déjà de ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez ajuster, changer, dans vos propres pratiques, qui pourrait, dans le fond, faire office d'action concrète qui nous amènerait à avancer vers ce changement-là. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? C'est que si il y a 15, 20, 30, 50 personnes qui posent un geste concret après la rencontre en lien avec l'objectif qu'on s'est donné, bien, déjà, on peut dire qu'on a fait une avancée qui est vraiment significative par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir les questions écrites? Oui, ben en fait, vous pouvez les avoir, mais qu'est-ce qu'on vous conseille, c'est d'aller sur la plateforme comme Naja pour emporter. Là, on les raconte, mais chaque outil est détaillé avec toute la séquence et les questions, bien entendu. Donc, première affaire, c'est qu'on demande aux gens de prendre 5 minutes, finalement, pour dire, ben c'est quoi, moi, l'action concrète, l'engagement que je vais faire. Puis après ça, soit en sous-groupe, là, ce qu'on présente, c'est qu'en sous-groupe, les gens, où on se présente un peu leur engagement. Donc là, je vais vous présenter un peu deux variantes. On a la variante plus fin d'une activité ou d'un événement où on n'a pas beaucoup de temps, mais on veut que les gens vraiment posent un geste d'engagement parce que ce qu'on sait, c'est que les gens vont être plus à même de poser un geste quand ils vont s'être engagés ultérieurement sur quelque chose qui est cohérent finalement avec ce qu'on a décidé ensemble. Ça veut dire que s'ils posent déjà ce geste d'engagement-là avant la fin de la rencontre, il y a beaucoup plus de chances qu'ils posent des gestes par la suite qui sont en cohérence avec ça. Fait que ce qu'on peut faire, c'est juste à la fin d'un événement, faire cet exercice-là où on pose les 3 questions. Les gens ont 2, 3, 4 minutes individuellement pour indiquer leur engagement et ensuite le partager au groupe. Et ensuite, on quitte. Ça peut être tout simplement ça. Si on veut aller plus loin, on peut en fait faire des sous-groupes ou de 2 à 4 personnes où les gens se présentent leur engagement et où ensuite ils vont aller un petit peu plus loin. Le premier 12 minutes sert en fait à ce que chacun des participants présente l'engagement, son 15% d'effort et environ 2-3 minutes par participant maximum. On se présente ça et dans un deuxième temps, ben, c'est là où on va approfondir
la possibilité d'engagement en groupe. Ça veut dire que c'est un participant à la fois. Si, mettons, on est 4 dans mon équipe, moi, je peux dire, par exemple, ben, moi, je voulais m'engager à contacter une personne dans mon organisation qui peut faire avancer le dossier, qui peut influencer, ou je pense que je vais porter la décision qui a été prise aujourd'hui à mon comité de direction, ou je vais tout de suite planifier du temps de travail à mon agenda pour faire avancer le dossier. Puis là, ce qu'on souhaite, c'est que les autres participants agissent un peu comme des consultants envers cet engagement-là, pour dire comment la personne pourrait aller plus loin, comment il pourrait même avoir des pistes alternatives de solutions pour que cet engagement-là soit encore plus porteur ou qu'il soit plus facile à réaliser, par exemple. Donc, si on a un petit peu plus de temps, ça nous permet d'approfondir et de renforcer cet engagement-là, parce que ce qu'on sait, c'est que écrire un engagement, c'est une chose, mais il y a encore vraiment beaucoup plus de chances que l'engagement se réalise concrètement si on le partage aux autres et on le discute. Fait que c'est toujours dans cette idée-là d'ancrer l'engagement que les gens ont donné pour que ça puisse vraiment se réaliser. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est commencer, une fois que les gens se sont engagés, soit ils en ont eu le temps d'en discuter plus ou moins longtemps et de l'approfondir, vous pourriez, par exemple, aussi dire, ben, lors d'une prochaine rencontre ou lors de l'événement l'année prochaine, vous pourriez même commencer en demandant où est-ce que les gens en sont rendus par rapport à leurs 15 %. Est-ce que les gens ont réalisé les engagements qui s'étaient donnés? Est-ce qu'ils sont allés plus loin ou au contraire, est-ce qu'on fait autre chose? Donc, ça nous permet de garder cet engagement-là vivant. Donc, activité qui peut être rapide, qui est simple, mais qui nous permet d'ajouter en fait une prise à la fin d'une activité ou d'un événement pour que chacun s'engage personnellement à réaliser des changements. Pour une rencontre d'une centaine de personnes, est-ce que c'est envisageable? Tout à fait. On l'a fait, nous, à la Biennale en développement social en juin dernier, où il y avait pas loin de 200 personnes, je crois. Donc, à ce moment-là, les gens avaient un papier dans leur pochette. Je crois que c'était une main, mais en tout cas, c'était un... À ce moment-là, on demandait ces mêmes questions-là. On demandait aux gens d'écrire leur engagement. Et c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas le partager à 200 personnes, mais ce qu'on leur demandait, c'est de se retourner aux deux, trois personnes qui étaient autour d'eux, de se le partager, et ensuite, les gens pouvaient aller l'afficher là, sur un mur à la fin de l'activité, où après ça, on était capable ensuite, nous, de colliger ces informations-là. Donc, il y a différentes formules, on peut l'adapter après, mais ce qui est intéressant, c'est pas juste de l'écrire et de partir avec, parce que ça se peut bien qu'on le fasse pas. Donc, l'idée, c'est de l'écrire, de le partager avec un minimum de personnes. Ça peut être les gens autour de nous à notre table. Puis ensuite, on peut soit l'afficher pour que tout le monde l'ait ou les gens partent avec individuellement pour qu'ils gardent une trace de ça aussi, là. Moi, j'ai souvent fait en 2 copies, hein. Une copie pour toi, une copie que tu nous laisses. Ah, mais ça sera encore Fait mieux. que là, on a les 2. Tout à fait. J'ai fait ça dans des colloques où on était, c'est ça, 100, 150, sans problème. Mmh. Donc, voilà, merci, Léa, de ta question. S'il y a d'autres questions, ne vous gênez pas. Sinon, on passe au dernier outil pour aujourd'hui. Vous connaissez déjà, pour la plupart, là, probablement, si vous connaissez la plateforme, le Fishbowl, donc bocal à poisson, si on veut en français. Alors ici, vous avez un vrai Fishbowl qu'on a organisé lors de notre dernière assemblée générale. L'idée, c'est d'avoir un échange, en fait, une conversation qui se passe au centre, dont le bocal à poisson, qui est là, et d'avoir des gens autour qui sont plus en observation, en analyse, en compréhension, mais qui peuvent toujours entrer dans le cercle pour venir contribuer à l'échange. Donc, d'où l'idée de la chaise vide, qui pourrait être prise par n'importe qui autour, et donc, ce qui va vouloir dire là, que parmi les autres personnes, une autre personne qui a déjà contribué devra se lever. Il n'y a pas de problème pour revenir dans le cercle autant de fois qu'on veut. L'idée, c'est d'être vraiment dans un mode plus échange plutôt que dans un mode je dis mon idée, tu dis ton idée, mais de façon beaucoup plus dynamique. Ce qu'on a fait récemment, c'est d'avoir mélangé le fishbowl, ce qui est je ne pense pas qu'on soit les premiers à avoir pensé à ça, avec une présentation avant,
pour pouvoir traiter de la présentation. Ce qui arrive assez souvent lorsqu'on a des conférenciers, on dit comme aux gens, on ouvre à la salle, avez-vous des questions, avez-vous des commentaires, avez-vous, bon, puis là, c'est un par un, ça se passe le micro. Le conférencier ramasse quelques questions, répond, etc. C'est bien, mais pour changer la formule puis être plus dans un échange pour approfondir, le fishbowl est intéressant pour ça. Donc, l'invité, on le met dans le bocal à poisson et il reste là. Donc, il peut, lui, échanger avec d'autres personnes. Et tous ceux qui ont des questions vont pouvoir venir, d'autres personnes vont pouvoir y répondre. C'est très, très dynamique, c'est très le fun. Dans les pièges, vous voyez, c'est de ne pas laisser le temps au fishbowl de s'installer parce que des fois, c'est un peu long avant de créer la dynamique, puis que les gens osent là, se lever, venir dans le cercle, venir contribuer et que ça devienne vraiment que ça roule. Et tu sais, des fois, là, quand il y a une belle conversation entre 2, 3, 4 personnes, ben, c'est sûr que tu oses moins te lever, mais tu laisses aller. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit assez long pour permettre d'approfondir vraiment, puis que ce soit vraiment, vraiment super intéressant. Donc, en général, on va mettre 5 chaises, donc une qui va être vide, mais ça peut être un peu plus aussi, ça peut être 7, là, par exemple. Donc, il y a 6 personnes qui échangent, si c'est un très grand groupe. Et là, vous vous demandez si autour, on peut être combien? On peut être jusqu'à combien? Ça s'est vu avec 200 personnes. Donc, là, ça dépend. Donc, tu sais, toute la configuration de la salle, tu vas faire en sorte que ça va être mické, qu'il va y avoir des micros pour qu'on entende bien, etc. Donc, ça se peut. Alors, la réponse, quand on vient s'asseoir, on vire quelqu'un, oui. Quelqu'un qui dit, OK, c'est à moi, il se lève. Ça se fait très naturellement. Hein. Les gens, c'est ce que François vient d'écrire dans le témoignage, effectivement. Ça se fait de façon très, très naturelle. Puis, moi, je vous dirais qu'un petit truc, si vous avez des gens qui vous sentez que ça va être un peu difficile le démarrage, vous pouvez tricher un peu, c'est-à-dire que vous vous assurez que pour un premier tour, vous avez des gens qui vont être prêts à venir prendre la place. De leur demander à l'avance s'ils ont quelque chose à dire, bien sûr, mais de venir aider à ce que la dynamique s'installe. Comme dans ce cas-là, moi, j'avais déjà ciblé 2, 3 personnes où j'avais dit, écoute, si ça ne se lève pas, naturellement, est-ce que tu pourrais venir contribuer vu que tu as toujours, toi, quelque chose à dire? Donc, là, les personnes disaient, oui, oui, je peux bien faire ça, pour créer ce mouvement-là, parce que l'idée, c'est qu'on soit aussi en mouvement et qu'on ait des contributions variées tout en étant dans un mode échange qui est intéressant à écouter et à regarder. Et pendant le temps où ce que ça discute, vous voyez là, sur la photo, c'est le flip chart à l'arrière, vous en voyez 2 en fait, et vous voyez la personne s'est penchée en train d'écrire «C'est moi», parce que c'est moi qui le facilitais. Donc un coup que la question est posée, la facilitatrice, elle se tourne et elle écrit, les idées clés qui sortent au fur et à mesure, etc. Et à la fin, ça c'est très, très important, en faire une synthèse. Donc, ce qu'on retient de notre échange, vous avez dit ça, vous avez nommé ça, il me semble qu'il y a un lien avec ça, etc. Et vous pouvez vous faire aider de la salle, bien sûr aussi. L'idée d'en tirer quelque chose. Parce que oui, un échange, c'est le fun, mais il faut aussi qu'on en retire quelque chose. Il n'y a rien de mieux que de se le nommer que pour le retenir. Alors voilà, j'ai toujours un backup, ouais, c'est ça. Les gens, ça se lève. On peut faire 2 fishbowls, sur des sujets, différents, 3 fishbowls, tout est possible, là, il y a des variantes à l'infini de ça. Je t'inviterais, peut-être le François à nous raconter ce que vous avez fait, à la Biennale, de développement social là, de Montréal, parce que c'était quand même une grosse gang, ça a été fort intéressant, je pense. Oui, que ça a vraiment, vraiment bien marché. En fait, nous, c'est l'activité qu'on considère qui a mieux fonctionné dans la biennale, là, où on avait 200 personnes qui étaient en atelier en même temps, mais qu'on voulait faire interagir. Donc, vous voyez, ça demeure quand même un défi. Donc, en même temps, on voulait, ben, le comité organisateur voulait présenter aussi faire des présentations de pratiques inspirantes. Hein, donc, que ce soit au niveau du déplacement, par exemple. Nous autres, c'était autour de l'aménagement urbain, là. Donc, ça pouvait être le déplacement, ça pouvait être l'agriculture urbaine, ça pourrait être la vie de quartier, tout ça. Donc, à ce moment-là,
Qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des sujets précis. Par exemple, si on prend les déplacements, hein, donc la mobilité, à la fois en transport, le transport actif, le transport collectif, c'était tout ça. Et on présentait en fait 3 pratiques inspirantes, donc 3 ateliers sur ce thème-là, mais avec des angles de réflexion différents. Donc, à ce moment-là, les participants, il y avait, pouvaient aller en fait aux 3 ateliers, à un des 3 ateliers, mais qui étaient tous sur l'ordre du déplacement. Puis après ça, les 3 ateliers se regroupaient dans un grand fishball. Ce qui veut dire que la discussion au centre était vraiment intéressante parce que les gens avaient réfléchi sur le même enjeu, mais selon un point de vue différent. Tu sais, je pourrais prendre un autre exemple qui est plus simple, là. Admettons qu'on veut parler du développement des tout-petits, puis que là, on veut prendre de l'ordre, je ne sais pas moi, une dynamique qui est de l'ordre du développement du langage des tout-petits ou quelque chose comme ça. Puis que là, on voudrait avoir 3 petits ateliers où on voudrait que les gens réfléchissent le langage sous la lunette plus de l'enfant. D'autres pourraient réfléchir plus au niveau de la famille puis des parents. Puis l'autre comité pourrait réfléchir plus, ben, un groupe de travail, plus de réflexion, plus sur la communauté, les partenaires, par exemple. Puis après ça, quand on arrive en fishbar, ben là, on peut poser, parce que le fishbar, c'est toujours une question. OK? On pose une seule question. Des fois, on peut en poser 2 dans le cours d'un fishbar, mais la plupart du temps, c'est une. Puis là, à ce moment-là, ben, les gens qui vont au centre vont discuter sur la question, mais en ayant réfléchi en amont à différents angles de point de vue. Fait qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça l'a vraiment renchéri finalement et approfondi la discussion. On a eu beaucoup de commentaires de des gens qui ont déjà eu expérimenté des fishballs, puis que c'était la première fois qu'ils trouvaient qu'il y avait un aussi bon taux de participation et que les réflexions allaient aussi loin. Parce que d'un, en faisant une présentation avant, on donne du contenu, les gens se font une tête, fait que quand ils arrivent à la question, c'est pas à froid, là, mais également parce qu'on a une confrontation, entre guillemets, de différents angles de point de vue par les réflexions qu'ils ont eues avant, ce qui nous permet de croiser les perspectives davantage. Donc ça, c'était super intéressant. Oui, on peut avoir deux questions. Là, je l'ai fait, on l'a fait à plusieurs fois aussi, mais dans le fond, c'est dépendamment du temps. Vous pouvez avoir une question qui est prioritaire pour commencer, puis de dire, ben, si on voit que le sujet s'essouffle, on pose une deuxième question, par exemple. Les gens doivent toujours être au courant des 2 questions dès le début de l'animation. Puis, vous pourriez également dire, bon, on donne plus de temps. Mettons, au lieu de 45 minutes d'échange, on va avoir 2 rondes de 45 minutes avec 2 questions. Donc ça, là, après ça, c'est à vous de faire varier, mais oui, c'est très, très bien possible. Qu'est-ce qui est, ou une question d'approfondissement, mais il faut que vous sachiez qu'une fois que vous avez expliqué le fishbowl, comment ça fonctionne, comme Sonia disait, vous vous reculez. Vous pouvez prendre des notes, mais vous n'êtes plus là. Il faut que ça se vive naturellement. Donc, vous ne pouvez pas relancer une question au milieu dans le bocal de poisson pour dire, ah, avez-vous pensé à ça? Les gens, ils vont s'auto-réguler. Donc, à part vraiment, là, si le groupe est rendu vraiment, vraiment, vraiment loin de la question, on peut ramener le groupe, mais c'est la seule fois. La plupart du temps, les gens vont se le redire eux-mêmes. Puis parfois, il va y avoir des petits temps de silence. Les temps de silence, il faut les laisser. Les gens réfléchissent un peu, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir au centre et qui va relancer la discussion. Fait qu'il faut apprendre quand même à bien vivre avec ça, là. Donc, pour ce qui est du nombre de personnes, si vous êtes 200, ben c'est des cercles concentriques. Donc, c'est à vous de voir comment vous faites votre plan, mais vous voyez, les chaises sont collées, là. Fait que c'est à vous de calculer à partir de votre cercle de 5 personnes au centre. Il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cercles concentriques de plus en plus grands autour. C'est comme ça que vous allez calculer vos choses. Si vous avez moins de participants, comme là, comme vous voyez sur la photo, bien entendu, des micros, si ce n'est pas nécessaire. Quand il y a des grands groupes, effectivement, il faut des micros, idéalement sans fil. Si vous avez seulement un micro, les gens vont se l'échanger, mais idéalement, c'est 2 micros, ce qui permet vraiment là, d'avoir une fluidité dans l'échange plutôt on est toujours en train de se passer le micro, là. Moi, je vais même essayer bientôt parce que j'en organise un après justement un fameux panel. Non, ça va être 2 conférenciers, mais c'est pas nécessaire, comme je le disais dans le clavardage, ça peut être utilisé, le fishbowl pour partir une discussion. Mais c'est vrai que ça fait bien après un contenu, qui a été livré pour le discuter puis l'approfondir. Mais c'est vraiment pas une obligation. Mais ce que je vais tenter de faire si la technologie, le permet, ben, c'est d'avoir un micro plus
central au milieu qui capte 360 là, pour éviter puis pour avoir vraiment un échange encore plus fluide. Si ça se peut, je vous le dirai si ça marche. Donc, ça ressemblerait à ça. Oui, donc, Peut-être une petite oui, François, une petite non, dernière vas-y. chose parce Oui, qu'on est à la fin. Ah, ben oui, Voilà. ben c'est bon, on va terminer là-dessus. Je vous invite vraiment pour, de toute façon, tous les outils, comme on vous a dit, l'idée, c'est de c'est de vous inciter à aller voir la plateforme parce qu'il y en a 40 outils qui sont tous très intéressants. Avant de partir, 2 petits éléments que je vous demanderais là, pour rester. Premièrement, on a une formation qui s'en vient. On voulait vous la diffuser le 5 et 6 décembre. C'est à Québec. C'est directement en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui. C'est une formation qui s'appelle Animer et accompagner les processus collectifs. Donc, c'est inspiré de la plateforme. On utilise beaucoup la plateforme Communagir pour emporter, mais on va beaucoup plus loin là, dans les méthodes d'animation, les approches d'animation. C'est beaucoup une formation qui est beaucoup plus dans la pratique que dans la théorie. Donc, vous On allez pratiquer expérimente, c'est ça. on va expérimenter plusieurs méthodes d'animation en présence pour ensuite les discuter ensemble. Donc, je vous invite à aller voir notre site internet, là, communagir.org, si vous voulez avoir plus d'informations. Et bien, vous avez déjà compris le principe des crochets. Donc, soyez bien honnêtes. Nous, ça nous permet de s'ajuster. Donc, pour évaluer apprécier les différents éléments là, du webinaire d'aujourd'hui. J'avoue qu'aujourd'hui, sans caméra, là, j'avais peur que ce soit un peu difficile, mais vous semblez avoir trouvé ça pas trop mal, tant mieux. Moi, je trouve ça plus dur de parler à un écran, mais écoutez, on a essayé de faire de notre mieux pour rester dynamique. Alors, on vous laisse quelques instants pour remplir la chose. Bonjour Léa. Bonjour. Ben, merci beaucoup. C'est un Merci plaisir beaucoup tout le renouvelé, monde. nous, à chaque année, de pouvoir vous partager nos petits trucs, puis d'apprendre à vous connaître et qu'on se connaisse un petit peu plus mutuellement. Donc, si vous avez des questions pour des outils d'animation, nos coordonnées sont sur le site Internet. Gênez-vous pas, là, ça nous fait plaisir de répondre aussi, de vous aider un petit coup de 15 minutes. Donc, je vous souhaite un bel après-midi, puis on se donne rendez-vous l'année prochaine, si c'est pour Communagir pour emporter les nouveautés. Sinon, peut-être qu'on se verra dans d'autres contextes. Bon après-midi tout le monde.